À cœur ouvert, bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir de tourner avec une personnalité qui est aussi très connue pour son expertise dans les domaines de l'environnement. Il s'agit bel et bien du commissaire Honoré Tabouna, qui est commissaire en charge de l'environnement au niveau de la CEAC. Bonjour commissaire. Bonjour monsieur le journaliste, cher Alfred. Vous êtes à Kinshasa pour cette 20e réunion du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Et c'est 3 jours de travaux intenses sur des réflexions assez nouvelles aussi. Pourquoi le choix de Kinshasa? Moi je voulais d'abord vous remercier, remercier vraiment Environews. Chaque fois que je suis passé à Kinshasa, vous venez vers la CEAC pour nous donner l'opportunité de passer à vos antennes, sur vos antennes. Donc on voudrait vraiment apprécier ce dynamisme et cette constance que vous avez. Alors Kinshasa, pourquoi Kinshasa? Je crois que c'est d'abord un bon choix, vu la place qu'occupe Kinshasa dans toutes les activités qui sont menées dans la sous-région. On parle du PFBC et c'est la facilitation franco-gabonaise qui est une innovation, d'ailleurs il faut dire. Donc c'était bien que Kinshasa, qui est la capitale de la RDC, pays qui abrite 60% des forêts. Moi je crois que si on reste seulement sur le plan écologique, ça peut se justifier. Je crois qu'on peut s'arrêter là en se disant, bon, Kinshasa, c'est le plus grand pays sur le plan géographique, sur le plan écologique, c'est le pays qui abrite une masse forestière, une surface forestière plus importante que les autres. Moi, je crois que c'est suffisant. Super. Est-ce qu'on peut aussi penser que c'est à cause notamment de la disparition des forêts primaires de Kinshasa aussi que vous êtes là? Parce que chaque année au moins, la RDC perd plus ou moins 500 millions d'hectares. Oui. Et 500 000 hectares, c'est beaucoup quand même. Non, mais parce que si on dit ça, c'est comme si on veut pointer sur quelque chose qui n'est pas bien. C'est-à-dire qu'une partie de la déforestation. Mais je crois que, comme je vous dis, la raison, c'est pas ça. La raison, c'est aujourd'hui, même si les gens disent qu'il y a la RDC est parmi les pays tropicaux où la déforestation est très avancée, mais je ne voudrais pas, au nom, moi, en tant que CAC, pointer le curseur là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, même s'il y a déforestation, mais c'est de trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas déforestation, ou bien pour qu'on baisse la déforestation. S'il y a déforestation, souvent on dit parce que la cause première, c'est l'agriculture sur brûlis. Mais alors, il faut tout faire pour que ça soit plutôt de l'agroforesterie, par exemple, à la place de l'agriculture itinérante sur brûlis. Mais s'il s'agit de régler la question de la déforestation, vous savez que la sous-région va abriter, notamment le Congo abrite dans 1 mois, cette conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Donc ça, c'est pas. Ce qui intéresse ici, c'est surtout, on est venu ici pour que Kinshasa fasse date à tout ce que nous allons dire ici sur la nouvelle façon de travailler. Parce que vous vous avez compte de vous êtes de la communication, vous êtes des médias, vous nous suivez, vous vous êtes rendu compte que quand vous sortez, après ces grandes rencontres, les gens vous posent la question finalement, quel a été le résultat? Il y a eu peut-être une déclaration, mais une déclaration sur des intentions, mais qu'est-ce que les jeunes ont retenu? Qu'est-ce que les populations ont retenu? Qu'est-ce que la ville de Kinshasa a gagné? Voyez-vous? Donc il y a une façon de travailler, et nous l'avons annoncé, et vous avez suivi hier les allocutions, les prises de parole, partaient vers vraiment ce désir-là de changer la façon de faire. Changer la façon de faire, ça veut dire que nous sommes dans un cadre qui doit être, disons, très institutionnel, je veux dire. On ne doit pas être dans un cadre informel. Donc il y a quelques manquements qu'on essaie disons, auxquels on veut trouver des solutions. Et Kinshasa, pour moi, je trouve que ce serait très bien que sur la part de Kinshasa, c'est ici
qu'il y a eu la 20e réunion des partis et que nous avons pris la décision de changer la façon de travailler, que ces réunions-là débouchent finalement sur des programmes. Voyez-vous, j'étais dans un atelier, dans un side event, tout ce que j'ai écouté là-bas, c'est des problèmes. Ça, on n'a pas de financement. Il y a un problème de formation. Il y a des problèmes de route. Ben, à ce moment-là, ça peut être des composantes d'un programme. Donc, on sort de là avec un programme. Voyez-vous, vous ne pouvez pas avoir le RECEAC qui est là, qui est le réseau des communicateurs. Ils ont des problèmes. Ils ont un secrétariat exécutif. Donc, ils sont une organisation sous-régionale. Donc, ils peuvent porter un programme. Donc, on doit sortir ici avec un programme sur les questions de communication. Parce qu'il faut qu'on vous aide. Vous avez des problèmes du matériel. Vous avez des problèmes de formation. Vous nous suivez partout. Alors, où est le programme? Nous avons eu des jeunes. Il y a eu un forum des jeunes. Ça a débouché sur des recommandations. Eh bien, je dis, oui, des recommandations, mais vous les transformez en programme. De façon qu'il y ait une feuille de route. Et parmi les activités de cette feuille de route-là, c'est aller mobiliser des ressources pour ce programme que nous avons retenu. C'est-à-dire que ça peut être une note conceptuelle. Et si ce n'est pas une note conceptuelle, à ce moment-là, les idées de programme, tous les problèmes qui ont été identifiés ici, doivent faire partie de l'objectif qu'aura ce programme-là pour résoudre ces problèmes. Parce qu'un programme, il est là. Donc ça tombe bien, tout le monde parle. Et quand vous écoutez les gens, ils font des recommandations. C'est-à-dire qu'ils font des recommandations sur des problèmes insolubles jusqu'à ce jour. Eh bien, c'est ça le but d'un programme. Vous écoutez les gens, on dit, mais comment on cherche à résoudre? Donc, on mène des activités. Et l'ensemble des activités, c'est quoi? C'est des projets. Et l'ensemble des projets, c'est quoi? C'est des programmes. Donc, ici, nous étions là pour faire passer ce message-là, pour ceux qui ont été hier, qui ont suivi vraiment les allocutions. Nous ne sommes pas mis d'accord, mais ces unités-là, vraiment, avaient un but commun. C'est-à-dire que nous changeons notre façon de voir. Et clarifions les rôles des uns et des autres. Puisque nous sommes ensemble. Et nous voulons travailler, nous voulons résoudre des problèmes. Mais à ce moment-là, il faut que vous précisez. Que fait le moteur dans une voiture? Que font les roues dans une voiture? Que font les sièges dans une voiture? Dans un arbre, c'est comme ça. Sur le corps humain, j'ai pris l'exemple du corps humain. Hein, pour que tout le monde se dise, bon, mais j'ai pas lu, j'ai pas... Non, tout le monde a un corps humain. Alors, quel est le rôle des yeux? Quel est le rôle du nez? Eh bien, voilà. En plus, on est dans un monde où on parle de la biologie. Donc, on peut s'inspirer de ce produit de la nature, c'est-à-dire que l'homme, hein, pour dire comment on construit. Donc, vous voyez que il y a des partenaires d'un côté. Donc, nous avons eu ce dialogue-là, le comité de directeurs, hein, le conseil des directeurs. Donc, on a discuté de ça. Comment nous devons travailler. Nous avons fait le diagnostic, que nous avons réussi la conservation. En tout cas, les résultats sont bons. Mais les résultats sur les impacts socio-économiques sont insuffisants. Donc il y a accéléré pour que tous les acteurs qui sont dans la chaîne, ou bien dans le secteur, dans cet univers, puissent aussi voir que leur vie a changé, que leurs conditions ont changé. Donc c'est le cas des jeunes, c'est le cas des femmes, c'est le cas des peuples autochtones, c'est le cas des scientifiques, c'est le cas des journalistes, c'est le cas des collectivités locales, c'est le cas des associations de villages. C'est ça, voilà. Mais à ce niveau-là, je comprends que c'est un narratif positif que vous êtes en train de porter, qui nous a manqué depuis plusieurs années. Est-ce qu'on peut penser que ce narratif est parti du constat que vous avez aujourd'hui réel, tel que les partenaires techniques et financiers n'arrivent plus à répondre favorablement à vos besoins de la sous-région? Mais c'est ça, en fait, c'est depuis longtemps. Si vous comprenez que depuis que la commission est là, nous étions en train de réfléchir, puisque nous sommes dans la réforme. On a commencé hier, si vous étiez là, donc j'ai expliqué comment nous sommes partis en 1983, date de création de la CAC, dont le traité originel a des dispositions sur la coopération sous-régionale en matière, entre autres, des forêts. Et nous avons, à partir de 2015, lancé la réforme de la CEAC. Et qu'en 2019, cette réforme a pris fin. Et à partir de 2020, la nouvelle commission à qui on a assigné la mission de mettre en œuvre la réforme institutionnelle organisation de la CEAC est en train de travailler. Et quand vous regardez dans le nouveau traité, dans le traité révisé de la CEAC, la différence avec l'ancien traité, donc c'est dans le nouveau traité, il y a une disposition sur les relations entre les institutions spéciales, entre la communauté et les institutions spécialisées. Il y a une disposition sur les relations entre la communauté donc la CEAC, et
la société civile. Donc, il y a aussi une disposition sur la communauté et les agences d'exécution. C'est l'article 105 avec les dispositions sur... donc, c'est l'article 105. Pour la société civile, c'est l'article 105. Non, je dis 108 pour les agences d'exécution. 105, l'article 105, les relations entre la communauté et la société civile. Et 104, c'est la disposition sur les relations entre la communauté et les institutions spécialisées. Donc nous sommes dans cet univers, il y a les institutions spécialisées, il y a les agences d'exécution, il y a la société civile, il y a les partenaires. Donc il nous manque une disposition sur les relations entre la communauté et les partenaires. Nous avons vraiment besoin des partenaires. Et l'idée de travailler avec les partenaires, ça correspond pour nous qui sommes bantous à nos traditions. Seul, ce n'est pas bon dans nos traditions. Il faut être deux. Voilà pourquoi nous sommes bantous. Bantous, c'est deux. Et deux, ce n'est pas seulement par rapport au corps humain, mais par rapport à la réflexion. Parce que quand on dit tout, c'est la tête, donc c'est la réflexion. Donc mais comment nous pouvons travailler si on n'a pas défini? Donc on a travaillé, sûrement que ce n'était pas bien défini le cadre de travail. À ce moment-là, il faut aller plus loin pour que nous ayons un résultat. Parce que c'est l'une des réponses aux échecs ou bien aux faiblesses des résultats qu'on a obtenus sur le plan socio-économique. Nous mobilisons beaucoup d'argent, mais cet argent-là, il me semble qu'il s'arrête au niveau, disons, des organisations internationales. Il n'arrive pas au niveau de la main, et puisque les problèmes ne sont pas résolus. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon de travailler. Puisque à ce niveau-là, comment vous établissez les responsabilités? C'est nous ou bien c'est les autres? Non, moi je pense que c'est plutôt, c'est nous qui devrons mettre en place, disons, le cadre de travail. Hein, comme nous avons fait dans la réforme. Donc, vaut mieux tard que jamais, nous allons travailler là-dessus. Et je pense que nous n'avons pas voulu le faire sans qu'eux ils soient là, mais il faut déjà qu'on parle. Voilà pourquoi hier on a dit que nous sommes en train de travailler, puisque la réforme doit prendre en compte tout le monde. Hein, on a confié à la CEAC le rôle de coordonner tous les programmes régionaux. Donc, il faut que les partenaires le savent, mais peut-être qu'ils ne le savent pas. Donc nous devons faire plus de communication là-dessus, nous devons informer les chefs d'État, ils doivent prendre des décisions là-dessus pour que nous tous, nous soyons contents. Parce qu'un partenaire qui va sur le terrain, parce que moi j'étais partenaire, et moi où je suis parti sur le terrain, les gens m'ont interpellé en disant, mais bon, monsieur, j'ai déjà répondu à ces questions-là il y a 10 ans, et je n'ai pas eu d'échange. Donc moi-même j'ai connu ça. Donc voilà pourquoi je pense que venant du terrain, nous devons ensemble travailler. Et voilà pourquoi je dis que la seule façon de travailler, c'est avoir une approche qui est proche du secteur privé. Le secteur privé aussi a des programmes. Mais eux, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont des programmes qui résolvent les problèmes. Or, nous avons des programmes qui ne résolvent pas les problèmes. Puisque les problèmes ne sont pas résolus. C'est ça. Vous voyez, donc, est-ce que ce n'est pas ce qui fait aujourd'hui que les bailleurs de fonds, les partenaires financiers, n'aient pas assez de confiance aux dirigeants de la sous-région, notamment, parce que on constate quand même qu'ailleurs, donc toujours en Afrique, l'Afrique anglophone, les choses ne sont pas aussi complexes ou compliquées comme ça se passe avec l'Afrique centrale. Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Peut-être que c'est... Oui, bon, moi je crois que j'aime bien être positif. Hein. Je crois qu'on a fait le diagnostic que nous avons des résultats insuffisants sur le plan socio-économique. Maintenant, comment nous allons nous organiser? Parce que ça fait partie de la façon comment nous allons nous organiser. Si on n'a pas d'appui, si on n'a pas confiance, parce qu'il y a des insuffisances managériales, il y a des choses comme ça, mais on peut, disons dire, on monte un programme réel. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas le programme ailleurs. On identifie les attentes. Il y a un programme sur les jeunes. Les jeunes ont un secrétariat exécutif. Mais vous discutez avec eux et vous mettez un programme qui soit géré sur le plan technique par eux. Et maintenant, les ressources peuvent être gérées, par exemple, même ailleurs. Ça, ce n'est pas un problème. Mais que les ressources soient gérées par les ressources techniques soient gérées par eux. Et qu'on travaille comme si on était dans un monde du secteur privé. Parce qu'à la fin, que vous soyez une organisation à but lucratif, comme c'est le cas des ONG, ou bien c'est notre cas, que vous soyez à la tête d'une entreprise ou d'une organisation à but lucratif comme une entreprise, la démarche est la même. J'ai un programme, donc
je dois rendre un service. Si je rends un service, il doit répondre aux attentes. Donc si jusqu'à aujourd'hui, les populations se plaignent, c'est que ces programmes ne sont pas faits pour résoudre les problèmes. Regardez nos amis qui sont dans la téléphonie mobile. Ils ont eu un programme, il faut pénétrer tout le marché rural. C'est ça leur programme, c'est ça l'objectif. Et ils ont réussi, parce que quand vous partez dans les zones rurales, tout le monde a un appareil. Même les personnes qui ne savent pas lire. Vous voyez, c'était ça l'objectif. Alors, quel est l'objectif des programmes que nous développons dans le milieu de la conservation? Nous avons réussi, peut-être quelque part, avec la création des aires protégées. Mais puisque nous sommes dans le développement durable, qui dit développement durable, nous devons satisfaire les 3 piliers. Le pilier de la conservation, ça on a réussi, il y a beaucoup d'aires protégées, tout le monde dit, les scientifiques vous le disent, que nous avons le taux de déforestation le plus bas par rapport aux 2 autres massifs forestiers. Nous avons des aires protégées, c'est une très très bonne chose, hein, mais nous tous nous constatons qu'il y a des résultats insuffisants. Et nous pensons que s'il y a des résultats insuffisants, parce que dans nos équipes, il n'y a pas de spécialistes pour résoudre ces questions-là. Nous avons plus des spécialistes de la conservation. Voilà pourquoi nous avons réussi la conservation. Donc il faut investir à eux. Donc c'est un peu ce changement sur lequel nous devons travailler et faire un peu de pédagogie. Je crois que c'est ça qu'on a fait. Donc nous allons partir dans cette direction. Alors, à qui la faute? La faute, ce n'est pas une faute, mais c'est à nous de prendre conscience, puisque nous sommes justement dans la dynamique de la réforme, qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'est des questions juridiques. Alors voilà pourquoi, il y a 3 semaines, au début du mois de mai, nous étions à Kigali pour mettre en place le réseau des experts et juristes environnementalistes de l'Afrique centrale, qui ont pour cette mission-là de combler tous les vides juridiques qu'on a, à tous les niveaux. Demain, on va parler des aires protégées. Quel est le cadre juridique? Demain, on va parler des produits forestiers. Quel est le cadre juridique? Demain, on va parler de l'économie de la communication et de l'information environnementale. Les gens qui vont filmer les images, qui vont filmer dans les aires protégées et qui vont vendre sur le marché des chaînes de télé thématiques. Quel est le cadre juridique? Nous avons les minéraux stratégiques. Quel est le cadre juridique? Voyez-vous? Nous voulons travailler avec les partenaires. Quel est le texte sur lequel on s'appuie? Moi, je suis en Europe, je veux travailler avec l'Afrique centrale. Une fois qu'on a fait ça, ça s'arrête. Comment faire que tout le monde soit au courant? Est-ce que réellement c'est un problème de texte? Parce que, pour ne prendre que les cas de plusieurs pays en Afrique centrale, il y a beaucoup de textes qui existent mais qui ne sont pas appliqués. Et du coup, même si on en aura encore, ça ne va pas résoudre le problème dans les fonds. C'est-à-dire qu'il y a les textes et il y a les programmes. C'est-à-dire que quand je viens, je veux travailler avec vous, il faut que la région dise que non. Vous avez cité le cas ailleurs. Il y a une porte d'entrée. On vous dit que vous voulez avoir seul tel qui est là pour coordonner les programmes régionaux. Voilà. Ça ne fait pas du mal, c'est de l'ordre. Ouais. Ailleurs, on a. Vous voulez rentrer, voici ce que vous allez faire. Vous n'allez pas rentrer dans une forêt comme ça en France. Vous voyez. Donc chez nous, qu'est-ce qu'on a? Voyez-vous. Donc il y a ce texte et notre façon de travailler, ce que je dis, avoir des programmes qui répondent aux attentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous travaillons avec une approche hyper marketing, c'est-à-dire que dès le début, on va identifier les besoins réels des populations. Aujourd'hui, on dit parce qu'on a parlé de la conservation, on lance un programme sur la conservation. Est-ce que c'est ça la priorité? Vous voyez. Si depuis 2012, depuis qu'on est sorti de Rio, nous avons réussi les aires protégées, passons maintenant aux autres questions. On était en train de discuter, par exemple, je vous donne un exemple, pour dire que ce sont les textes qui doivent corriger. Je sors d'un atelier où on parlait de la chaîne, des chaînes de valeur du marché du bois. Mais si vous parlez de ça, mettez sur la table tous les acteurs qui sont impliqués dans la chaîne. Si vous parlez de chaîne de valeur, c'est-à-dire que la production, le transport, les questions de logistique, la transformation, les questions des normes, il faut de l'énergie, il faut les routes. Mais ces messieurs-là doivent être là dans la salle. Oui, ils ne sont pas là. Donc il y a des choses qu'il faut corriger. Donc ça, c'est les textes, on dit que voici dorénavant, parce que l'homme, quand il n'y a pas de texte, il fait ce qu'il veut. Voyez-vous, même, j'aime bien prendre cet exemple de la Bible. Avant qu'on sorte les 10 commandements, après on a compris qu'il fallait sortir les 10 commandements. Vous voyez. Donc, tout est droit. Vous allez acheter une parcelle, vous allez signer quelque chose. Vous irez vous marier, vous allez vous... Même sur le plan coutumier, il faut faire quelque chose. Ouais, donc c'est dans ce sens-là, et je crois que c'est positif.
Vaut mieux tard que jamais, maintenant qu'on s'est réveillé, pour qu'on essaie un peu de résoudre les problèmes. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a plus d'argent, soi-disant, quand on regarde les flux financiers, il y a plus d'argent qui va vers l'Amazonie, mais c'est notre développement en fait. On n'a même pas à se poser la question comment ça se passe en Amazonie. Je n'ai même pas à me poser la question comment ça se passe en Asie du Sud-Est. J'ai moi un produit. Quelqu'un va venir chercher ce produit-là. Mais nous devons signer quelque chose avec lui. On doit avoir un texte. C'est de ça qu'il est question. Nous avons nos ressources naturelles, j'ai rappelé hier, et tout le potentiel, maintenant tout le monde est au courant, on s'est retrouvé au congrès de Berlin pour en parler, tout le monde en parle, les géophysiciens, les géologues vous disent que tous les éléments minéraux du tableau de Mendeleïev se retrouvent entre le Soudan et les Grands Lacs, au niveau du bassin du Congo, on a découvert dernièrement les tourbières, oui. Maintenant, comment vous donnez de la valeur économique à ça? La valeur écologique, on le sait, la valeur culturelle parfois, politique, mais la valeur économique, à ce moment-là, ça devient du business. Mais cette valeur économique, il faut qu'il y ait des études qui prouvent réellement que voilà, il y a ça, mais la sous-région n'a pas suffisamment de moyens pour appuyer les études, ça aussi c'est un défi. Mais ça fait partie. Mais par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans le bois. Le bois, par exemple, bon, tout le monde sait qu'on a telle espèce, on a telle essence. Et nous savons que, bon, jusque-là, c'était l'exportation. Avant les indépendances. Mais maintenant qu'on veut, par exemple, faire la transformation, ou bien on ne veut plus qu'on exporte, eh bien on prend un texte. Vous avez vu ce que fait le Gabon, par exemple? Oui. Ça ne sort pas. Oui. Ouais, donc la valeur de nos produits, on connaît ça, maintenant c'est progressivement. Vous savez, nous sommes en train de nous construire, il faut considérer ça comme ça. Voilà pourquoi nous avons pensé que dans ce travail-là, nous devons avoir des observatoires pour produire. Vous avez vu qu'il y a des réunions de scientifiques ici. Nous avons mis dernièrement ici le groupe des experts sur l'évolution du climat. À Lubumbashi, il y a 3 mois, il y a eu la réunion du réseau des établissements d'enseignement supérieur et des institutions de recherche d'Afrique centrale, RESIRAC. Donc nous sommes en train de se construire pour... avant 2013, il n'y avait pas le RESEAC, il y a maintenant le REGEFAC. Donc on construit ce cadre institutionnel, parce que souvent on nous a dit que non, il n'y a pas ce cadre institutionnel, il n'y a pas un cadre juridique, donc il faut combler ces lacunes. Et les gens ont raison en fait. Et c'est comme nous partions dans les grandes COP, lancer des appels pour qu'on nous donne de l'argent. Mais quand les gens ont posé la question, oui, on va vous donner l'argent, mais qui va gérer? Est-ce que vous avez un outil financier? Nous nous sommes déplacés, toute la sous-région, aller à des forats internats, sur le plan international, sans outil financier. Est-ce que vous vous rendez compte? On s'est déplacé, oui, donne-moi l'argent, oui, je vais vous donner l'argent, on mobilise l'argent. Mais est-ce que vous avez déjà un outil financier? On n'a pas. Les gens reviennent. Regarde, aujourd'hui, on n'a pas une politique forestière. Donc nous devons tout faire pour combler ces lacunes. Vous savez, c'est tout ça qui fera que les gens, vous avez dit tout à l'heure, bon, si les gens ne vous font pas confiance, mais c'est ça qui fait que les gens ne font pas confiance. Il dit, mais est-ce qu'ils ont des procédures? Est-ce qu'ils ont un outil financier? Est-ce qu'ils ont tel? Mais donc, moi je crois que nous on est dans la construction, c'est à partir des manquements qu'on arrive à se construire. Et cette construction va prendre combien de temps? Combien de temps? Oui. Mais là, on avance là. Vous regardez par exemple ce qui vient de se passer ici. Je ne sais pas ce que vous avez entendu, ce qui vient de se passer. C'est effectivement, tout le monde parle du changement. Et ça peut aller vite parce que les éléments sont là. Préparer un texte, là par exemple, on a un sommet des chefs d'État qui arrive, mais vous préparez le texte, vous proposez. Vous dites maintenant, vous avez dit que la CEAC assure la gestion, c'était à l'intérieur d'une politique. Où est le texte qu'on peut remettre à quelqu'un? Il dit, vous voulez travailler en Afrique centrale, voici la porte d'entrée. Et ça, on envoie ça à tous les ministères. Aujourd'hui, si vous partez au ministère des Affaires étrangères, il va vous dire, mais moi j'ai signé parce que je n'ai rien. Vous irez voir le ministre des Finances, il va dire que j'ai signé parce que je n'ai rien. Il faut qu'il y ait quelque chose. Donc je crois que vaut mieux tard que jamais. Moi, je considère que 60 ans pour un État, c'est rien du tout. Parce qu'en face, nous avons des États qui ont des siècles. Oui, donc 60 ans, c'est rien du tout. C'est vrai que nous pouvons faire nous pouvons aller très vite. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de demander. Je crois qu'on va aller dans ce sens. Mais à entendre votre discours, vous mettez beaucoup plus d'accent sur l'aide extérieure, entre guillemets. Donc, je sais un peu de lire entre les lignes. Donc, vous vous organisez pour que l'extérieur puisse trouver un cadre institutionnel qui peut permettre à la CEAC d'obtenir de l'aide. Mais vous ne mettez pas assez d'accent sur la mobilisation interne des États eux-mêmes. Non, mais en fait, parce que la question, c'était l'une des questions par rapport à ce qu'on a ici. Mais en interne, je crois que ce n'est pas la première fois que nous échangeons,
nous avons un musicien célèbre, Pamelo Monka, qui disait « Mbongo ezoko benga mbongo ». L'argent appelle l'argent. Si tu mets, les autres aussi vont mettre. Hein. Donc, au niveau de la CEAC, depuis que nous sommes là dans le cadre de la réforme, il faut dire même qu'avant la réforme, on avait pensé comment s'autofinancer. Il y a comment on appelle, nous avons un mécanisme de financement autonome qu'on appelle la contribution communautaire d'intégration. Alors, donc nous sommes en train de travailler là-dessus. On récupère 0,4% sur la valeur de tous les produits qui rentrent dans la sous-région. Donc nous avons ce mécanisme-là. Et dans le nouveau traité, il y a également un fonds de développement pour la coopération qu'on avait déjà aussi inscrit dans les activités à partir du traité originel. Donc là aussi, nous sommes en train de travailler. Parce que nous considérons l'aide comme aussi une source, mais les premières sources, c'est d'abord nous-mêmes. Hein, c'est l'autofinancement. Donc nous avons aussi demandé la réforme, enfin pas nous, les chefs d'État ont demandé la réforme de cette source de financement, hein, qui est la contribution communautaire. Donc, ils ont créé un groupe des experts des banques centrales, hein, et ceux des ministres des Finances qui doivent réfléchir. Aujourd'hui, la contribution communautaire d'intégration s'appuie seulement sur les importateurs. Mais moi-même, je dois être aussi une cible pour ça. Vous voyez un peu ce que... Donc, ce sont ces réflexions que nous sommes... Mais cela ne va-t-il pas asphyxier déjà les communautés qui sont pauvres? Parce que si moi je dois être une cible, c'est-à-dire qu'on doit faire des prélèvements sous forme de taxes ou d'impôts pour la sous-région, pour l'intégration, mais déjà que je suis pauvre, comment ça va se passer? Mais vous arrivez à téléphoner. Oh oui. Hein, vous arrivez à téléphoner. Eh bien, on peut. À partir du téléphone. Ça va me surcharger davantage. Mais pas du tout. Pas du tout, parce qu'il suffit aujourd'hui, justement, qu'on récupère même 0,0%. Et tout ça, on est obligé de faire ça pour que vous preniez conscience, parce que comme ça, vous allez défendre. Que j'ai mis mon argent, vous devez aussi. Nous devons être tous les investisseurs de notre développement. En fait, c'est ça qui est concerné. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup expliqué ça, qu'un État, c'est comme une boîte, c'est comme une entreprise. Tout ce qui se fait, nous investissons. Voilà pourquoi les gens se défendent que non, c'est notre argent. C'est l'argent du contributeur. Donc nous avons investi tous en tant que contributeurs. Donc il faut qu'on y arrive là. Et cela veut dire que il y aura par exemple des clés, hein, pour la contribution. Hein. Celui qui gagne 1 million ne va pas contribuer de la même façon. Mais ça, pour moi, ça c'est des choses élémentaires. Mais c'est se dire, comme vous avez dit, nous devons financer notre développement éco-économique avec nos ressources propres. Mais nous mettons en place un système pour récupérer partout un peu d'argent et financer. Ça peut être à partir de la consommation d'électricité, ça peut être au niveau de consommation. Donc, le travail va se faire dans ce sens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que la CEAC ou la communauté est prête vraiment à accepter toute cette réforme? D'autant plus que les États semblent fonctionner de manière assez déconnectée les uns des autres. Je ne sais pas si vous les remarquez aussi. Mais il faut de la pédagogie. Quand on a lancé en 2002 cette contribution communautaire d'intégration, ce n'est pas tous les pays qui ont inscrit ça dans leur loi de finances. Maintenant, il y a des débats là-dessus. Et il y a des États qui commencent à se rendre compte qu'il faut le faire. Donc nous devons y aller. Alors, la pédagogie, elle est simple. Il faut seulement expliquer aux gens qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Une fois qu'ils vont comprendre qu'avec l'investissement, on va créer de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez au niveau de tous les États, le problème de chômage, il est récurrent, il est même constant. Donc il faut résoudre ce problème-là. Les importations. C'est des masses d'argent qui sortent. Les routes, l'électricité. Donc il faut investir. Comment la CEAC peut faire pour investir? Et c'est ça le travail qu'on est en train de faire. Il faut bousculer les mentalités. Vous voyez? Donc ça se fait ailleurs. Il n'y a aucune raison. Aujourd'hui, il fallait que quelqu'un imagine cette contribution communautaire d'intégration, recruter 0,04%. Donc il y a beaucoup de sources. Mais ne pensez-vous pas qu'il y a un travail à faire en amont, notamment le travail de la gouvernance?
Parce que c'est la grosse épine au niveau de la sous-région. On parle beaucoup plus de détournements, on parle beaucoup plus des malversations et tout ça. Mais même si cette contribution pouvait exister ou bien elle existe, comment elle sera gérée? Est-ce qu'elle sera transparente? Sa gestion, tout ça, ce sont des questions qu'il faut travailler en amont. Est-ce que vous y travaillez déjà? Mais vous avez, tout à l'heure, je vous parlais des textes. Vous avez compris maintenant le rôle des textes? Qu'il faut des textes. Ne sont pas souvent voilà. Ben oui, mais justement, si les textes ne sont pas respectés, ça veut dire qu'il faut trouver un moyen pour les faire respecter, ces textes-là. Hein, vous voyez. Donc moi, je pense que, comme je disais hier, tout ce que nous sommes en train de faire, il n'y a rien d'innovant. Hein, quand on arrive, on a trouvé chez nous des royaumes qui étaient organisés. Donc il y avait des règles. Tout ça, ça fait partie des règles. Hein, comment sanctionner, comment faire ceci, ça peut se faire. Mais il faut maintenant de la pédagogie, expliquer, puisque nous avons des pays où ça n'existe pas. Donc ça veut dire que c'est possible. Et, nous sommes dans la sous-région, on entend que tel pays, voilà ce qui se passe. Tel pays, voilà ce qui se passe. Donc ça veut dire que c'est possible. Hein, c'est possible. C'est des faiblesses peut-être humaines, comme on en trouve partout. Alors donc il faut trouver des solutions pour il faut montrer aux gens quel est l'intérêt de ce que nous sommes en train de faire. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que les gens vont gagner? Une fois que c'est expliqué, tout le monde va adhérer. Voyez-vous? Moi, je me réfère toujours à ma génération. Il y a des choses que je ne vois plus aujourd'hui. Quand je parle, par exemple, des questions d'assainissement. Il y a eu des moments, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Brazzaville, à Pointe-Noire, partout, on appelait déjà des services d'hygiène. Donc, quand c'était cette période-là, tout le monde était pressé d'aller nettoyer. Et quand on sentait qu'ils sont là, les voisins, vous mettez au courant, tout le monde courait. Donc c'est possible. Donc vous voyez, ce n'est pas des choses qui n'ont jamais, c'est des choses qui ont existé. Donc c'est possible. Qui sont négligées. Voilà, donc pour moi, le débat n'est pas là. Le débat, c'est là où il y a des lacunes, il faut rapidement combler ces lacunes-là. Hein, donc avec l'extérieur, parce que quand on voit une réunion comme ça, il y a des ministres qui sont invités, donc il y a un intérêt socio-économique, politique. Mais comment on règle? Donc c'est celui qui a la matière qui doit régler ces questions. Peut-être que celui qui vient, il dit, bon, puisqu'ils ont été à l'école, ils savent comment ça se passe. S'ils n'ont pas mis les textes, peut-être que ça ne les intéresse pas. Moi, j'ai déjà entendu ce discours-là. Mais ces gens, peut-être que ça ne les intéresse pas. Puisqu'ils ont été à l'école, ils ont des juristes, ils ont des économistes. Pourquoi ils n'ont pas fait? Peut-être que ça ne les intéresse pas. Vous savez, il y a une dame qui a écrit un livre dans les années 91, et si les Africains refusaient le développement? Ah oui. C'était ça le titre. Elle disait, mais laissez-les, peut-être que parce qu'il n'y a aucune raison. Ouais. Donc, ouais. Donc, moi, je crois que ce qui s'est passé ici, c'est quelque chose de très positif. Nous devons vraiment être fiers. Vous savez, il faut toujours être dans l'innovation. J'ai parlé hier, par exemple, comment transformer ces assises-là en un véritable outil de développement de l'économie des événements dans le secteur forestier. Un événement comme celui-là, il y a peut-être 1000 personnes qui sont là, 500 personnes, mais on peut imaginer une grosse réunion comme ça qui entraîne toute la sous-région. Nous sommes 210 millions. Alors si on a 10 000 personnes, 20 000 personnes qui viennent à une réunion comme ça change la ville. Voyez-vous? 20 000 personnes, 30 000 personnes, bien organisées. Mais on les voit, on l'a vu avec la COP à Dubaï. Exactement, vous avez vu? 40 000 personnes. Mais ça vous remplit les hôtels. Alors, quel est le pays qui va pas commencer à dire qu'il faut qu'on mette de l'ordre là-dedans? Parce qu'il sait que le jour qu'il y a cet événement-là, parce que ça va être chaque année, à Kinshasa, à Brazzaville, à Pointe-Noire, les gens vont commencer même à investir. C'est un peu comme quand il y a la canne. Ouais. Ça, c'est tout ça, c'est des choses. Mais qui va le faire? C'est nous qui devons imaginer. Donc, ça veut dire qu'un texte, comment ça va fonctionner, quelle sera son organisation. C'est ça les textes. Vous voyez. De la même façon que nous partons au COP, nous pouvons aussi imaginer notre COP à nous. Nous l'avons ici, la pré-COP qu'on a fait, je crois, avant d'aller à Sharm el-Sheikh. Le monde qu'il y avait à Kinshasa. Une organisation, mais impeccable. Mais ça, on doit avoir une étude de faisabilité là-dessus, une évaluation économique, sur le plan social. Nous devons le faire. Alors, revenons un peu, voilà. Parce qu'on est en train de chuter déjà, revenons un peu à cette 25e réunion des partis au partenariat pour les forêts du bassin du Congo. La 25e réunion, c'est beaucoup de recommandations qui ont été prises lors de la 19e, lors de la 18e, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que les choses évoluent selon les recommandations? Ben justement, le message que je suis en train de faire passer ici, dans tous les ateliers où je suis,
et je ne sais pas s'il y aura encore un cadre où on va en parler avec les autres, quand je dis les autres, avec les partenaires, c'est qu'on change la façon de chuter, si vous voulez, ou d'identifier les résultats de ces réunions. Ça doit être un moment où on doit venir faire l'évaluation de tout ce qu'on a déjà fait, par exemple. Si on n'est pas, si on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, qu'on vienne faire l'état des, disons, on identifie les problèmes et on sort, au lieu de sortir avec des recommandations, on sort avec les programmes. Puisque nous avons les financiers qui sont là, nous avons les secteurs privés, nous avons tous les acteurs qui sont là et qui posent les mêmes problèmes. Ils font des recommandations. Donc voilà pourquoi je suis en train de dire qu'il faut qu'on change. Il faut passer des recommandations au programme. Voilà. Puisque moi j'étais dans un atelier. Les jeunes ont parlé que nous, il nous manque le financement. Nous voulons être formés. Nous voulons être ceci. Ce sont ils sont en train d'exprimer les attentes. Oui. Donc ceux qui sont en face, ils doivent monter des programmes pour répondre à ces attentes. Or, ces attentes-là, ce n'est pas les recommandations. Or, en réponse à ces attentes, nous avons listé des recommandations. Et vous qui vous suivez ces questions-là depuis, finalement, qui s'en occupe? Voyez-vous, donc, recommandations, non, on chute sur les programmes et on responsabilise les gens. J'étais dans un panel, il y avait la BAD qui était là, il y avait les peuples autochtones. Moi, je dis, mais ça tombe bien. Donc, un programme pour les jeunes autochtones, un programme pour les femmes et un programme pour le développement institutionnel. Le collègue de la BAD a dit, nous, c'est ce qu'on cherche. Donc, on est sorti là. Maintenant, j'ai demandé à ceux qui modéraient maintenant pour faire le suivi ensemble. Donc, peut-être que c'est cette façon-là. Tout ça, voilà pourquoi, dès le début, je dis une autre façon de travailler. Vous partez à une grande conférence. Si vous faites venir les politiques, ça veut dire qu'il y aura un résultat qui va attirer les politiques. Si vous faites venir le secteur privé, il y aura un résultat qui va attirer le secteur privé. Si vous faites venir les jeunes, il y aura quelque chose. Mais les choses, ce ne sont pas les recommandations. Une déclaration politique, ah ça les politiques seront contents, nous avons donné le cap. Si on sort avec, si on sort avec les feuilles, avec une feuille de route, ça veut dire qu'on a montré aux gens qu'après on va suivre. Si on sort avec les programmes, ça veut dire qu'on va résoudre les problèmes que les gens posent. Donc il faut changer cette façon de travailler. Donc c'est le message qu'en tout cas, en tant que CEAC, et avec ce que nous avons sur le terrain, et au vu des attentes des financiers. Les financiers qui sont là, ce sont leurs attentes. Parfois, ils ne parlent pas, ils sont en train d'attendre. Ils disent, nous a fait venir sur moi qui vont nous présenter les programmes. Mais à la fin, on ne leur présente rien. On leur fait, à la BAD, continuez à nous appuyer. À la BAD, continuez à nous appuyer. La BAD a besoin de... Comme vous n'avez pas, la BAD, comme la BAD lui-même, elle-même, elle a besoin d'argent sur le marché financier, elle va imaginer ses programmes à elle. Elle va chercher l'argent et qui vient contrôler. Est-ce que vous voyez? Parce qu'elle est venue ici, il attendait, c'est comme un marché pour eux. Donc, c'est tout ça qu'il faut refaire. Si maintenant, ce cadre-là, on va retravailler, donc il faut un nouveau concept. Quand les gens vont venir ici, il y aura de B2B, il y aura ceci, mais on doit sortir avec le programme. Donc, et ça veut dire que une question qui est au cœur de nos économies, tout le monde doit être là. Voilà pourquoi je parlais de 10 000 personnes. Parce qu'on doit avoir, puisqu'on parle de la forêt, ça veut dire qu'on doit avoir le ministère en charge des forêts, ceux de l'environnement. Comme souvent, sous les forêts, il y a des ressources minières, ceux des mines doivent être là. Comme il y a du pétrole, ils doivent être là. Comme on parle de la chaîne de valeur, ceux de l'industrie doivent être là. Ceux de l'énergie, comment vous allez faire l'industrie s'il n'y a pas d'énergie? Comment les produits vont partir des marchés? Donc, c'est vraiment, ouais, un peu. Ça doit être global parce que c'est de l'économie. Si vous vous arrêtez, et c'est ce qui se passe, pourquoi ça ne bouge pas? Parce que vous êtes intéressé seulement à une partie de la chaîne. Tout le monde doit être là. Voilà, donc c'est ce changement-là, et nous devons y travailler, et je suis là pour ça. Parce que quelqu'un me dit, ah, les politiques, mais moi j'en suis un. J'en parle. C'est très bien, vous êtes parmi les rares politiques. Voilà, donc il faut parler de comme ça, hein, donc c'est ça que nous devons faire, et si moi je vous explique ça pour que vous le répétez. Il faut répéter, voici, et c'est comme ça qu'on doit travailler. Tout ce que nous sommes en train de faire doit s'inscrire dans le cadre de développement économique. C'est du business, pour parler vulgairement. Oui, donc ici, vous savez combien d'argent ont été utilisés?
C'est beaucoup d'argent. Donc on est dans du business. Combien d'emplois ça a créé? On voit, il y a des volontaires, bien entendu, mais qui sont un peu rémunérés. Mais ceux qui ont préparé les dossiers, on est dans du business. C'est une économie, moi, ce que j'appelle l'économie des événements. L'économie de la diplomatie environnementale. Quand on organise des réunions comme ça, qu'est-ce qu'on gagne? Il y a des imprimeurs qui sont en train de travailler, il y a des gens qui sont fabriqués des produits dérivés. On doit même sortir ici avec des produits dérivés, ça va très loin. Donc, c'est tous ces changements, on n'avait pas commencé à travailler comme ça. On pensait, bon, c'est une réunion, c'est une rencontre où on va faire des meetings, ça s'arrête là. Non, c'est du business, c'est l'économie des événements. C'est l'économie de la diplomatie. Structurer tout ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Les choses puissent aller de l'avant. En tout cas, docteur Tabouna, ça a été un plaisir pour vous recevoir. Je sais que vous êtes un habitué de notre plateau. Voilà. Et à chaque fois que vous êtes à Kinshasa, on a toujours besoin de toutes ces grandes idées assez innovantes. Parce que, comme vous l'avez dit vous-même, vous êtes un politique, mais qui a beaucoup d'idées assez... qui révoltent. Qui révoltent un peu la compréhension. Donc moi, je vous dis déjà merci pour... avoir accepté notre invitation et je vous fixe rendez-vous pour la prochaine fois. C'est moi qui vous remercie et je voulais surtout aussi vous encourager de poursuivre ou de faire justement le relais, de prendre le relais, d'expliquer les choses aussi facilement. Tout à l'heure, les gens, c'était une réunion sur les chaînes de valeur. Alors j'ai expliqué que quand on parle de chaînes de valeur, il ne faut pas qu'on ait l'impression que ça vient d'ailleurs. Alors, je me suis appuyé sur des plantes, deux plantes, ou bien deux espèces, mais je me suis surtout appuyé sur une espèce qui est endémique d'Afrique, en tout cas du golfe de Guinée, le palmier à huile, Eleis guinensis. Guinée, là, c'est golfe de Guinée. Alors, qu'est-ce qu'on en a fait? Je prends seulement le noix de palme, je ne m'occupe pas vraiment de tout le palmier. Prends seulement le noix de palme, avec ça on pouvait fabriquer le jus de noix de palme, que nous appelons moussaka ou la moimbe. On pouvait fabriquer l'huile. Donc on était déjà dans une chaîne de valeur. On prend, on transforme, on commercialise, on amène au marché. Ça quitte le village, ça arrive jusqu'ici. L'huile de palme, dans des bidons, dans ceci, il y a des gens qui transportent. Voilà la chaîne de valeur. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. On peut maintenant faire avec d'autres. On prend l'imposé, on va sécher jusqu'au marché. On est dans la chaîne de valeur. Alors, donc, c'est quelque chose de nouveau. Alors, comment faire pour qu'on développe les autres chaînes? Donc, pour le faire, il faut qu'il y ait le producteur, il faut celui qui transforme et celui qui transporte. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut expliquer que dans tout ce que nous sommes en train de faire, il y a cette idée du business. Quand ce n'est pas un bien, ça doit être un service. Donc, organiser un événement, c'est une entreprise de service. Ça doit rapporter dans la ville, ça doit rapporter au pays. Voilà un peu des idées nouvelles pour passer de la conservation à l'économie de la conservation. Merci beaucoup, voilà. Dr Tabouna. Merci pour toutes ces explications très passionnantes, mais je pense qu'on va y revenir Absolument. avec d'autres éditions pour plus d'explications. Exactement. Ça a été un plaisir. Voilà, je vous remercie et bonne route pour votre chaîne. Merci beaucoup. Alors, quant à moi, je vous dis aussi merci d'avoir suivi cet entretien. Je vous fixe rendez-vous prochainement. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.